On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on démystifie un peu le monde funéraire, mais d'abord, il est question de la fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu qui amorce une nouvelle ère. La fondation du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu vient d'atteindre sa majorité, 18 ans d'existence. Un nouveau président, mais lui, il n'a pas 18 ans, il est quand même un peu plus vieux. C'est Samuel Béni. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Accompagné de la directrice générale de la Fondation, Isabelle Prudhomme. Bonsoir. Bonsoir. De même qu'un récent diplômé en 2018 du Cégep, Tommy Lemaire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, Samuel, peut-être tout d'abord nous expliquer l'intérêt que vous portez vous-même à la Fondation du Cégep Saint-Jean. Le jour 1, vous avez décidé de vous impliquer. Aujourd'hui, vous êtes président, mais vous avez fait votre entrée sur le conseil d'administration auparavant. C'est quoi l'intérêt de siéger sur cette fondation-là? L'intérêt, bien, premièrement, il faut croire en l'éducation, à la cause elle-même. Mais ce qui m'a intéressé, c'était, d'abord et avant tout, il faut que je le dise, c'était un intérêt un peu personnel. J'avais beaucoup à apprendre de la gouvernance qu'il y avait là-bas, puis c'était une gouvernance qui était bien établie, qui était très bien rodée, très professionnelle. Ça m'intéressait beaucoup. Puis, quand Isabelle et Chantal sont venus me rencontrer pour me présenter un peu ce qu'ils faisaient, puis tout ça, bien, c'était un fit naturel parce que, d'un côté, il y avait la gouvernance qui m'intéressait beaucoup, qui était au niveau que je souhaitais, et la cause elle-même était très chère à mes yeux, pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que l'éducation, c'est là où nos efforts apportent le plus de fruits, dans le sens où c'est pour toujours par après, puis ça revient toujours, puis c'est très enrichissant pour une communauté. Alors, c'est ce qui m'a motivé initialement. Bon. La fondation de sa fondation même, en 2001 à aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait au juste pour l'institution, pour les élèves du Cégep Saint-Jean? En fait, la fondation du Cégep, dans le Cégep, là, qui est une grande communauté, c'est extrêmement diversifié. Il y a plusieurs volets. Chez nous, on a, oui, l'aide financière, donc pour des gens un peu plus démunis qui souffrent d'insécurité financière ou alimentaire. On a un volet des bourses de persévérance, des bourses d'excellence, des bourses d'aide financière. On a les équipes sportives. Il y a 9 équipes sportives au Cégep, donc ils ont besoin de financement. On a toute la mobilité étudiante qui est présente, donc financer des stages humanitaires à l'étranger, par exemple à Haïti. On fait ça chaque année depuis très longtemps. Il y a l'adaptation scolaire aussi. On va faire des évaluations neuropsychologiques. En fait, on va financer les évaluations neuropsychologiques. On se positionne à des endroits où le Cégep ne peut pas nécessairement intervenir. Donc, les bourses, ça relève vraiment de nous. Il y a parfois, on va acheter de l'équipement à la fine pointe de la technologie, mais c'est vraiment de l'équipement de très haut standard. Donc, c'est à ce niveau-là là, qu'on va aller travailler. Bon, Tommy Lemaire, là, tu viens de terminer le Cégep? Oui, j'ai terminé la session dernière. En gestion de commerce. Exact. Bon, parle-nous de toi un peu et parle-nous du lien qui te tisse un peu avec la Fondation. Bien, moi, mon lien avec la Fondation, c'est dès que je suis arrivé au Cégep, ça a commencé avec le club entrepreneur dans lequel je me suis inscrit, dans lequel je me suis investi. Puis, pour les réalisations qu'on a faites dans ce club-là, on a vraiment eu beaucoup de support au niveau de la Fondation. La Fondation, dès le début, avec Isabelle, nous ont supportés, nous ont appuyés dans ça, que ce soit des projets de financement, des événements entrepreneuriaux. Et par la suite, au niveau académique, ça a vraiment... la Fondation m'a offert une bourse avec Desjardins en l'automne dernier. Donc, c'est sûr que la Fondation m'a encadré vraiment au niveau personnel, académique et aussi au niveau de l'entrepreneuriat à mon niveau. Bon, en quoi ça a fait une différence pour toi? Bien, comme j'ai déjà expliqué à Isabelle, c'est surtout le fait d'avoir une reconnaissance, parce que souvent, on met beaucoup d'efforts dans nos projets, puis il y a personne, on a une réussite, mais il n'y a personne nécessairement pour nous dire « Hey, bravo, tu as bien fait ça, puis continue comme ça ». Mais souvent, surtout avec notre génération, je pense que c'est quelque chose qui est assez important d'avoir, de développer pour que les jeunes soient encore plus motivés, puis qu'ils mettent tout le temps un peu plus loin. Puis avec la Fondation, quand je me suis amélioré au niveau de mon rendement scolaire, quand j'ai reçu cette bourse-là par Desjardins avec la Fondation, ça l'a fait chaud au cœur. C'était pas nécessairement juste la bourse, c'est plus la reconnaissance de voir que tout l'investissement de temps que je mets, tout l'investissement, les efforts, il y a du monde autour qui le voit, puis le monde apprécie ça. Ouais. Autrement dit, il y a l'argent, mais il y a aussi le poids de la reconnaissance. Exact. Bon.
Samuel Béni, tantôt on faisait référence à la gouvernance, mais il y a quand même un gros changement qui s'opère au sein de la Fondation. La Fondation qui, pendant longtemps, en fait, de ses débuts à aujourd'hui, était majoritairement ou principalement composée de membres du personnel du Cégep qui siégeaient à même le conseil d'administration. Or, les statuts et règlements viennent de changer pour ouvrir la porte davantage à des gens de l'extérieur ou du milieu des affaires. Exact. En fait, mon implication a augmenté à la Fondation quand on a décidé de faire une réflexion stratégique pour justement nos 18 ans. Ça demandait qu'est-ce qu'on voulait pour l'avenir. Puis bon, on a formé un comité de travail, puis on s'est penché sur l'avenir, puis on s'est posé des questions un peu parfois difficiles à répondre, là, de qui on est, de nos valeurs. On est vraiment reparti de la base, on a fait table rase. Puis, quand on a fait l'état des lieux, bien, on a réalisé que peut-être que c'était temps pour la Fondation on dit step up, d'un peu s'émanciper par rapport à ce qu'elle était. La Fondation a été mise au monde par le Cégep, qui l'a bien nourri de par ses administrateurs, de par les gens qui y travaillaient. Puis, de plus en plus, on a gagné, je dirais, notre autonomie. Puis, bien, on était rendu là, puis c'est un élément qui est venu suite à notre réflexion stratégique. C'était pas évident parce que, évidemment, il n'est pas question de tourner le dos à l'institution qui nous a mis au monde, mais pour avoir une vision puis pour l'atteindre, il fallait se donner les moyens. Puis ça passait par une gouvernance renouvelée puis plus diversifiée que celle qu'on avait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, seule la directrice générale du Cégep siège sur le CA Exact. Et tous les autres membres viennent de l'extérieur. Exact. On voulait un maximum de gens de la communauté d'affaires, autant pour les compétences, mais aussi pour aller rejoindre des gens. On demande à nos administrateurs d'être des ambassadeurs, puis un peu d'être une porte d'accès à leur réseau. Mais quand on a des gens qui fréquentent les mêmes réseaux, qui sont issus du même milieu, bien, il y a les mêmes personnes. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est que ces gens-là avaient une valeur ajoutée, assurément, mais qu'on se privait de certains réseaux de contacts puis à l'étape où on était rendu, on en avait besoin. Bon. Pour arriver, bien sûr, à collecter des fonds, parce qu'une fondation, principalement, c'est ça que ça fait, ramasser des sous, il y a en cours d'année certaines activités. Quelles sont les principales? En fait, les principales activités, on a le Gala des bourses pour lequel on va solliciter 30 000 $ en bourse à chaque année. On a un autre gala de remise de bourse, mais seulement en gestion agricole. Au niveau des activités plus grand public, on a notre spectacle bénéfice annuel qu'on fait. C'est la 8e édition cette année. Là, je peux vous annoncer une primeur aujourd'hui. Il n'y a plus de billets, non? C'est ça? Non, il y a encore des billets. Okay. Il y a encore des billets, mais la vente va très bien. Les billets spectacle, par contre, c'est presque comblé. Mais on avait 5 humoristes sur place, dont Rosalie Vaillancourt, Martin Petit. On avait Cathy Gauthier qui, en fait, s'est désistée pour des raisons personnelles. Elle ne pouvait pas être présente. Et elle est remplacée par Philippe Bande. Donc, on est quand même assez choyés. Et Olivier Martineau. Donc, le gala est animé par Stéphane Fallu. C'est la formule Gala Comédie Star. Donc, on a pris une entente avec l'agence. Alors, c'est ça, il y a le spectacle 8e édition. On a chaque année aussi notre classique de golf qui est réalisé en collaboration avec la Corporation Les Géants. Donc, je pense qu'on est à notre 15e édition là, qui va avoir lieu le 30 mai prochain. On fait aussi un tirage annuel, donc on récolte des prix dans la région. On vend tous les billets. Là. Cette année, je pense qu'on a presque 7 000 billets en circulation. Ça fonctionne très bien, puis c'est pour financer les projets étudiants, le club de réseautage entrepreneur, des projets de mobilité. Ça peut être le culturel également, le sportif aussi. Donc, tous les projets qui désirent peuvent se financer via la vente de billets. Bon. Puis toi, Tommy, avec l'aide que tu as pu recevoir ces dernières années par le Cégep, par la Fondation, là, aujourd'hui, tu fais quoi? Là? Parce que là, dans le fond, tu as terminé au Cégep. Et là, aujourd'hui, le Tommy Lemaire, version 2018, bientôt 2019, il fait quoi? Il est très occupé. Pour l'instant, je me concentre sur mon académie de dérapage contrôlé, donc mon académie de drift que j'ai au circuit ICAR Mirabel. Fait que c'est sûr que là, mes énergies sont sur ça. Je m'inscris quand même à l'université en septembre prochain à temps partiel parce que je veux avoir un petit peu plus. Mais pour l'instant, c'est vraiment, je mets mes efforts tout sur mon entreprise parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup de sous, évidemment, aussi. Bon, et comment l'idée est venue de fonder cette entreprise-là? Ça part de très loin. Donc, dans ma famille, on a tout le temps été entrepreneur. Donc, c'est sûr que je savais que je voulais faire quelque chose dans l'entrepreneuriat. Et je suis aussi pilote automobile depuis, j'ai commencé en karting à 7 ans. Donc, c'est sûr que ça a été une passion dans ma famille, la course automobile. Donc,
C'était une addition assez simple à faire, mais les deux ensemble, c'était de démarrer quelque chose dans l'automobile. Puis, étant donné que des académies de drift, il n'y en a pas au Québec, c'était vraiment une belle occasion pour moi, une belle opportunité à prendre. Samuel Bény, là, on le sait, on a un nouveau gouvernement, un gouvernement qui est vraiment pro-éducation. Je pense qu'autant les commissions scolaires, les cégeps, les universités souhaitent bien sûr qu'il y ait des retombées suite à l'arrivée du nouveau gouvernement. Maintenant, quand on parlait de prioriser l'éducation, parce que c'est un peu ça le message qu'on passe partout au Québec, mais qu'on se doit de passer également dans la communauté. Parce que pendant longtemps, on dit, oui, bien là, les routes, il faut s'en occuper, puis la santé, c'est important. Bien, évidemment, tous les secteurs sont importants, mais l'éducation a peut-être été un peu négligée, en tout cas, dans la perception populaire. Donc là, il y a peut-être une rampe de lancement pour tabler sur l'importance de l'éducation. Absolument. Le momentum est très bon, puis évidemment, on l'a vu dans notre réflexion stratégique, c'est un élément qui est ressorti rapidement. Présentement, c'est une cause qui est très... que la population embrasse puis comprend de mieux en mieux. Puis, bon, comme on dit, il n'y a aucune mauvaise cause, sauf qu'il y en a il y en a que pour chaque dollar investi rapporte beaucoup plus, puis pas seulement en dollars. J'aime bien dire que l'éducation a des retombées économiques, mais a des retombées aussi sur la qualité de la population qu'on a. C'est une population plus en santé, c'est une population qui est en mesure de faire face à des menaces quand vient le temps de s'informer, de reconnaître des fausses nouvelles. Ça l'aide à la démocratie. Bref, il y a des retombées qui sont dans tous les aspects. Puis, bien ça, c'est dur à battre comme investissement, que ce soit en santé, en route, en infrastructure, en quoi que ce soit. Puis je pense que là, la Fondation, présentement, on est effectivement sur une belle rampe de lancement, puis c'est à nous de tirer profit de ça. Il reste des billets, hein, c'est ça? Oui. Il reste pas mal des billets, il reste un petit peu. Il reste environ 300 billets réguliers. 300 billets. Oui. Mais l'événement est quand même quoi en février? Le 28 février. 28 février. 28 février au Théâtre des Deux Rives. Il reste encore presque 2 mois et demi. Oui. Bien, puis je sais que vers Noël, l'année passée, on a vendu 200 billets en une semaine. C'est ça. Hein? La semaine avant Noël, ça fait tout. Donc, ne tardez pas trop. C'est ça le message à passer. Exactement. Bien, à vous trois, merci beaucoup. Meilleure des chances donc pour l'avenir de la Fondation du Cégep. Bon avenir à toi également, Tommy, dans tes projets futurs, soit d'école de conduite, de dérapage ou encore tes projets futurs à l'université. Donc, merci beaucoup. Bien, merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'industrie funéraire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sébastien. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de hockey adapté. Oui, avec Karel et Nathan Brossard et Pierre-Yves Bonneau. Tellement une émission touchante, faut vraiment pas manquer ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parlons du monde funéraire, parlons de cette industrie qui est en grand changement et en évolution aussi. C'est comme le reste, on se modernise, on change. Ce que les gens veulent aussi change avec le temps, avec les années. On en discute avec Alain Paradis, qui est directeur général du groupe Le Sieur et Frères. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Donc déjà en poste depuis quoi, un peu plus de 2 ans maintenant? Un petit peu plus de 2 ans, oui, effectivement. Qu'est-ce qui change dans ce monde-là? Est-ce que c'est un monde que vous connaissiez au départ? Du tout. Du tout. J'avais, comme tout le monde, des expériences dans ma famille, là, des gens proches qui étaient décédés. J'ai perdu ma première épouse en 99, donc ça a été mon premier contact avec le monde funéraire. Je n'ai pas retenu grand-chose, finalement, parce qu'on se laisse porter par l'industrie funéraire. On fait confiance à des professionnels, puis c'est ça. On est docile, on écoute. C'est ça. On est là pour vivre nos émotions. Quand il t'arrive un deuil, tu vis tes émotions, puis tu espères que tu as les gens qui ont la tête assez froide pour t'encadrer, puis faire en sorte que tout fonctionne bien. T'sais. Fait que je suis rendu de ce côté-là. Dans le fond, je suis rendu derrière la scène. Et quand on est justement derrière la scène, qu'est-ce qui nous, 2 ans et demi plus tard, qu'est-ce qui nous frappe dans cette industrie-là? Bien, toujours la notion de respect, qui est vraiment très, très importante.
Des choses qui m'ont frappé, c'est un taux de roulement très faible dans le personnel. Signe que les gens sont bien dans le milieu funéraire, aiment servir les familles. C'est une étape utile. C'est une étape de la vie que tu n'as pas le choix de passer là à un moment donné. Fait que c'est sûr et certain que la famille a besoin de toi. Fait que, quand ils viennent te voir, puis c'est pas rare de voir une famille remercier par une accolade. Tu ne vois pas ça dans tous les domaines. Là, même si tu vas voir ton notaire ou ton avocat, c'est rare que tu finis dans ses bras. Là. Surtout si ça t'a coûté de l'impôt. Oui, c'est ça. Puis c'est sûr que... Puis nous, ça coûte moins cher, puis l'émotion est palpable parce que c'est... Donc, les gens sont reconnaissants, là, c'est oui, ça? Oui, oui, c'est ça. De l'encadrement qu'il leur est offert durant, oui, très durant le deuil, en fait, on est au début du deuil, forcément. Là. Exact, exact. Les gens sont dans une période vulnérable. Les émotions sont à fleur de peau, ne sont pas nécessairement préparés pour beaucoup d'entre eux. On s'y prépare toujours un peu quand c'est une personne qui est en fin de vie puis qu'elle vit sur du temps emprunté là, pendant quelques mois, là, puis elle décède tranquillement un petit peu. C'est sûr qu'il y a comme un soulagement, mais il y a une dualité. Il y a un soulagement de voir que la personne ne souffre plus, mais il y a aussi l'autre côté que on voudrait qu'elle reste en vie, puis en même temps, bien, on a de la peine pareille, même si la personne décède après quelques mois de souffrance, ou des fois c'est plus long que ça. Là. Fait que c'est sûr et certain que nous, on accompagne toutes ces familles-là. Des familles qui sont soit très petites ou soit très nombreuses. Des frères et sœurs qui s'entendent, des frères et sœurs qui ne s'entendent pas. Des ex-conjoints, conjointes, ça, c'est une autre affaire que j'ai vu des choses que je n'étais pas nécessairement habilité à voir avant, là. Mais tu sais, des personnes qui décèdent puis qui ont 2, 3 ex, là. Puis tout le monde revendique... le droit de se mêler de la funéraille, c'est ça? Le droit de se mêler de la funéraille, c'est plutôt ça. Je ne parlerai pas de testament puis d'acquisition. Il voulait ci, il voulait ça. Ouais, non, c'est pas vrai, plus il voulait ça. ça. Puis, c'est plus les vous êtes confronté à ça des fois, là? Oui, oui. Ça Je ne arrive, dis ça. pas que ça arrive 5 fois par semaine, là, mais ça arrive régulièrement. Ouais. OK. Les décès chez les jeunes, ça aussi, c'est assez marquant. Ouais. Puis ça m'a frappé aussi que les gens, même s'ils sont dans ce domaine-là depuis de nombreuses années, ça les touche encore beaucoup. Ils sont très vulnérables à ça. C'est sûr qu'on a l'habitude d'être professionnel puis de rester quand même pas la tête froide, mais de retenir un peu nos émotions. Mais c'est pas rare que des fois, des employés, c'est difficile, autant que les policiers qui interviennent dans des scènes particulières, des fois. Bien, nous, on est coroner, hein, je veux dire, dans le sens qu'on va chercher les corps, des décès subis à la maison ou suite à un accident ou des choses comme ça. C'est assez violent pour la famille. Puis ça devient par ricochet violent pour les personnes qui travaillent dans ce milieu-là. En même temps, de ce que je comprends, c'est que c'est une industrie toujours aussi qui fascine un peu, hein, parce que c'est très particulier. Les gens probablement vous posent toutes sortes de questions, parfois probablement même loufoques dans certains cas, je ne sais pas, mais donc ça suscite un peu, c'est intriguant. Il y a des mythes entourant le milieu funéraire, puis les gens veulent valider ça, veulent savoir. Parce que toutes sortes de choses qui se disent. Puis on veut valider si c'est vrai, si c'est pas vrai. Puis il y a une certaine limite aussi que nous, il ne faut pas franchir parce que ça devient d'une forme de freak show, là, qu'on va dire les choses crûment. Puis c'est pas le but. Je veux dire, le but, c'est toujours rester respectueux puis toujours anonyme. On ne mentionnera jamais un incident ou une personne qu'on pense qui pourrait être reconnue. On essaie d'éviter ce genre de choses-là. On essaie de ne pas personnaliser quand on parle de ça. Mais les gens sont curieux, puis c'est pas étonnant que le Salon de la mort a fonctionné cette année, quand même attiré 4000 personnes. C'est sûr que nous sommes allés comme visiteurs, comme probablement bien des maisons funéraires, parce que, en fait, les gens qui avaient là comme exposants, on les connaît tous. Pour la plupart, ce sont des fournisseurs chez nous. Mais les gens qui étaient là du public, c'est très peu de clientèle potentielle parce que nous, on est investis dans la Chambre de commerce, puis on dit, on prône également l'achat local. C'est bizarre de dire ça d'un complexe funéraire qui prône l'achat local. C'est que nous, on veut être les clients de nos familles. Parce que il y a toutes sortes d'entrepreneurs à Saint-Jean qui sont des familles de Saint-Jean,
puis qu'un jour ou l'autre vont perdre quelqu'un dans leur famille, puis ils vont se tourner vers nous parce que c'est un commerce qui est très local, le funéraire. Tu ne vas pas te faire exposer à Montréal si tu restes à Saint-Jean. Tu sais. Fait que, il y a exception toujours, mais ça reste que la majorité des gens vont faire le service funéraire localement. Donc, nous, on se fait un devoir de réinvestir dans la communauté auprès des gens locaux. Est-ce que les gens font beaucoup leur préarrangement? Je veux dire, quand vous regardez dans un mois d'opération, vous avez eu X nombre de décès à organiser les funérailles, là, en pourcentage, il y en a combien dont les préarrangements sont déjà faits? Écoutez, à l'échelle du Québec, je pourrais vous dire que c'est à peu près 20 Ah, quand même? Oui, OK. les gens. Maintenant, les préarrangements funéraires ou arrangements préalables, les deux termes sont utilisés. Ça existe depuis une quarantaine d'années. D'ailleurs, c'est la famille de mon patron qui a été l'instigateur de ça, la famille Légaré. Puis, ça, c'est sûr que, bon, à chaque semaine, on a ce que nous, on appelle des préarrangements décédés, mais c'est encore minoritaire. Dans les décès, c'est en bas de 20 Sauf que vous voyez, vous, la différence que cela apporte quand le décès survient sur les familles. Oh, oui, définitivement. Bien, ça règle tout. C'est de pré-régler, si on veut, dans une période qui, généralement, les émotions ne sont pas là. C'est sûr que c'est pas... quand on va au salon funéraire, c'est pas des choses qui sont normalement sérieuses. Donc, à ce moment-là, on prend des décisions. C'est une forme de dernière volonté sur papier. Puis en plus, non seulement c'est sur papier, mais on paye d'avance. On paye d'avance avant, puis ça nous protège parce que cet argent-là est insaisissable. Ça évite les chicanes de famille. En tout cas, ça en évite un bon paquet. Ça fait en sorte, prenez l'exemple que tu as une famille de 4 enfants, ou 3 ou 4 enfants, il y en a un qui est plus en moyen que les 3 autres. Des fois, il veut payer pour les 3 autres, mais d'autres fois, il ne veut pas payer pour les 3 autres. Fait que ça crée quand même quelque chose. Tu sais, tu te dis, bon, bien, ça me prend un responsable. Là, nous autres, c'est un contrat funéraire, puis il y a des frais funéraires honorés. Donc, quand c'est déjà tout réglé, puis il reste juste à décider qu'est-ce qui va être la couleur des fleurs, puis le traiteur, déjà là, c'est pas mal moins de choses à régler. Mais à partir de quel moment on commence à penser à nos préarrangements? Moi, je veux dire, je vais avoir 48 ans bientôt, j'ai pas la tête à ça, mais pas du tout. Est-ce que je vais y penser à 60 ans? Est-ce que je vais y penser à 65 ans? Est-ce que je vais y penser à 70 ans? Je ne le sais pas. Mais à partir de quand on commence à penser à ça? C'est sûr que la clientèle cible, souvent, est plus située au-dessus de 65. Les gens, mais ils le font pour eux-mêmes. Ouais. Alors que moi, je préconise plutôt de dire encouragez vos parents à le faire. Parce que, dans le fond, c'est tabou, la mort. On ne veut pas en parler. On veut pas en parler parce que c'est comme... Puis on pense qu'on attire le malheur. Fait que si tu fais tes préarrangements, nous autres, ce qu'on dit, c'est que ça ne fera pas mourir plus vite, là. Même chose que le Salon de la mort. Utilisait ce slogan-là. Ça ne fait pas mourir d'aller au Salon de la mort, c'est clair. Sauf que ça te permet de prendre le temps de réfléchir à comment tu veux que ça se fasse. Mais en même temps, et encore là, il y a une dualité parce que la personne qui décède, oui, c'est elle qui va être honorée, c'est elle qu'on va célébrer la vie. Mais en même temps, c'est ceux qui restent qui ont à subir ça ou à, tu sais. Fait qu'il faut penser à ceux qui restent aussi, puis laisser une certaine flexibilité à ceux qui restent. Est-ce que les rites aussi changent beaucoup? Est-ce qu'on est, même dans certains cas, est-ce qu'on célèbre plus la vie que la mort? Est-ce que même dans certains cas, malgré les émotions qu'on a quand on a un décès, est-ce qu'on constate que les gens jaugent autrement avec la mort aujourd'hui, avec peut-être... Bien, je pense que peu importe les générations, on essaie de trouver un sens. On essaie de trouver un sens à tout ça. C'est clair que les rites funéraires sont influencés par Internet, sont influencés par les médias sociaux. Ça se vit un petit peu différemment. L'Internet, ça amène une génération instantanée, que aussitôt la personne décédée, on voudrait que ça soit réglé le plus vite possible. Mais en même temps, fondamentalement, le deuil, lui, ça y prend un laps de temps pour être traversé. Puis c'est différent pour chaque personne. Il y a des personnes, ça va lui prendre 3 mois, il y en a que ça va lui prendre 3 ans. Des fois, ça va durer toute une vie, mais ça va se tolérer mieux, mais ça prend du temps. Fait que c'est sûr et certain que plus tu fais ça vite au début, ça va te rattraper à un moment donné.
Parce que souvent, c'est très, très intense pour une très courte période. Puis des fois, quand c'est un couple, que c'est un des deux qui part, bien l'autre se ramasse tout seul après quelques mois. Là, mais une funéraille, on dirait, bon, par défaut que c'est un moment triste à traverser, mais est-ce que c'est si triste qu'on le pense? C'est-à-dire que, est-ce qu'on réussit à avoir des moments de bonheur ou des signes vraiment où les gens sont quand même, ont des moments où ils sont heureux même à traverser la funéraille? Là. Assurément, mais ça dépend toujours de quoi la personne est décédée, c'est clair. Ça dépend toujours aussi de combien de gens qu'il y aura sur place. Moi, je pense, pour avoir traversé des épreuves de ce genre-là, les gens qui viennent te visiter te donnent beaucoup d'énergie. Puis je pense que les personnes endeuillées doivent en profiter de cette énergie-là. Donc, si tu prends la peine de souligner dignement le départ de la personne, de un, c'est d'honorer sa mémoire, mais de deux, c'est bon pour ceux qui restent parce que de partager avec les gens, d'en parler, puis tout ça, ça permet d'évacuer, puis c'est une partie normale du deuil. Fait que ça, si on veut escamoter ça en faisant, il y en a qui voudraient avoir la crémation, partir avec l'urne tout de suite, puis on oublie ça, puis, tu sais, je pense que c'est pas une bonne approche. De toute façon, c'est pas nous qui le préconisent, c'est les psychologues. Les psychologues disent, même les psychologues disent de voir la personne décédée, de permettre aux gens de voir la personne décédée une dernière fois. Il faut y penser. C'est pas juste un rite du passé, c'est vraiment réel, ça. On le vit comme être humain. Parce que les gens disent, bon, on règle ça vite, puis on fait ça avec l'urne. Oui, ça peut être significatif aussi, mais d'avoir la personne décédée, des gens de l'extérieur, ou même des gens, des fois, on vit tellement vite qu'on vit dans la même ville, puis on se voit juste 3 fois par année, tu sais. Fait que des fois, tu te dis, pourquoi tu n'es pas allé voir la personne quand elle était vivante? Ben, on se dit tout, tu arrêteras de prendre un café en passant, puis finalement, on n'arrête jamais, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est de permettre de faire la paix avec la personne qui est là, puis de dire un dernier salut, là. Alain Paradis, merci beaucoup. Bien, merci, M. Latour. Plaisir. Reste avec nous au retour, Babillard Quotidien. Depuis le 1er décembre, la réglementation sur l'enlèvement de la neige, stationnement de nuit est maintenant en vigueur, et ça, bien sûr, jusqu'au printemps. Différentes façons de s'informer. Il est de votre responsabilité de vous informer via les différents canaux qui sont affichés devant vous. Et nous, on se dit bien sûr rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ericlatour.com. À demain. Bye-bye.